Donc moi, je suis Sarah Dumont, je suis oncologue médicale à Gustave Roussy, je fais sarcoméla-neuro-onco et je vous parle de la partie la plus excitante, la neuro-oncologie. Alors peut-être d'abord les thérapies ciblées. On était en attente, enfin on est sur les starting blocks pour un marqueur qui est excitant dans les tumeurs cérébrales, c'est l'IDH. En fait, l'IDH, gardez en tête, sans mauvais jeu de mots, que en fait, quand vous avez la mutation de l'IDH et la codélétion AP19Q, une codélétion, c'est le meilleur pronostic. C'est-à-dire, c'est les malades de bas grade. Dans le gliome de grade 2 et de grade 3, on va finalement, plus encore que le grade, regarder l'IDH et la codélétion. Donc, ce que vous pouvez vous dire, c'est que c'est un peu comme dans le sein. Quand on est triple neg, c'est pas bien. On a beau avoir un grade 2 ou un grade 3, un triple neg, c'est-à-dire IDH négatif et non codélété, il va se comporter comme un gentil glioblastome. C'est pas gentil un glioblastome, hein. Donc on a une survie qui est autour de 3 à 5 ans. Quand par contre on est codélété, ben là on est dans les bons pronostics et on n'a pas la codélétion si on n'est pas IDH muté. Donc quand on est codélété et IDH muté, on a 8 à 15 ans de survie. Donc en fait l'IDH, on a l'impression que c'est quelque chose qui est extrêmement fort en termes de pronostic. Et donc forcément, on se pose la question de se dire est-ce qu'on n'a pas des anti-IDH. Et en fait, Agios développe des anti-IDH depuis quelques temps avec des essais de phase précoce et on attendait et on attend avec impatience parce que ça prend beaucoup de temps pour arriver à une phase 2, à une phase 3. Et jusqu'à présent, on est un petit peu déçu avec des molécules qui sont assez toxiques. Donc là, c'était une phase 1-2 qui a été présentée à l'oral en neuro-onco avec le voracidémib, qui est un anti-IDH1 et IDH2. Et c'est intéressant parce que IDH1, c'est vraiment ce qui est le plus souvent muté, c'est 80% à peu près des gliomes de grade 2 et 3. Mais IDH2 n'est pas complètement rare avec quelque chose qui est autour de 4% des gliomes de grade 2 ou grade 3. Et les anti-IDH, ça marche dans d'autres pathologies. Dans la lame, elle est approuvée. Il y a un anti-IDH1 et un anti-IDH2 qui a été approuvé en 2017. Et donc là, ce qui était présenté, c'est vraiment une sous-partie de cette étude de phase 1-2, qui était la sous-partie phase 1, avec dans les gliomes sans rehaussement, sans prise de contraste, ce qui est la plus grande partie des gliomes de bas grade, hein. Donc les objectifs, c'était vraiment la safety, parce que c'est sur ça qu'on les interpelle beaucoup. On a l'impression que c'est quand même très toxique jusqu'à présent. Et puis la dose nécessaire pour aller à une phase 3 qui ne va pas se casser la figure à cause de la toxicité. Alors, en effet, hein, c'est vraiment une toxicité de classe, quel que soit l'anti-IDH, on a une élévation des transaminases. Et ce qui est bien démontré là sur ce graphe, c'est qu'elle est dose dépendante, hein. Vous voyez, on a des toxicités qui sont quand même pas négligeables. Il y a 50% des patients qui ont une toxicité de grade 1. Et puis, on ne peut pas monter vraiment trop en dose parce que sinon, on se retrouve avec une tox vraiment importante. Donc, ce qui est quand même intéressant dans cette étude, c'est qu'on a des taux de réponse qui sont pas mal du tout. Attendez, je vais juste vérifier parce que voilà. Les taux de réponse, ils sont de 18%, ce qui est bien en fait, parce que dans un gliome de bas grade, notre gros problème, et c'est pour ça que ça prend du temps, c'est que les gens mettent un temps fou à rechuter, hein. Vous voyez, on est sur des délais de réponse qui sont, voilà, enfin, sur des délais d'évolutivité, des patients qui ne vont pas être évolutifs sur 2 ans. Donc, quand on a une réponse, c'est déjà quelque chose de bien. Et donc, c'est vrai que dans cette étude, si vous voyez le waterfall plot, ben, on a quand même pas mal de patients qui répondent. Il y a une réponse partielle, vraiment une vraie réponse qu'on peut considérer comme une réponse partielle, et 3 réponses mineures. Et le taux de réponse, il est de 18,2%. On est sur très peu de patients. Les 16 stable disease, ça ne nous dirait pas grand-chose, c'est l'évolution naturelle de la maladie. Mais quand même, on est sur quelque chose d'assez intéressant avec 8 patients qui sont toujours en traitement. En termes de PFS, ben, moi, ce n'est pas ça qui peut nous impressionner. Une PFS à 2 ans qui est autour de 55%, ça ne veut pas nous dire grand-chose. Mais vous voyez quand même, on est sur des patients qui répondent au traitement. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on voit dans ces maladies-là. On est plutôt sur des maladies qui sont stables. Et donc, en fait, ils nous apprennent que la phase 3 est lancée, en tout cas, est dans les starting blocks. Elle s'appelle l'Indigo. Et que la dose qui va être choisie est celle de 50 mg. Donc, on l'attend, hein, cette phase 3. Elle n'est pas a priori, il n'y a pas de centre a priori en France. On est un peu malheureux pour ça, mais on espère que s'ils galèrent pour le recrutement, qu'ils puissent nous faire participer. Jusqu'à présent, ben, on les voyait, les data, elles mettent un temps fou à arriver, et cette phase 3, on n'aura pas les résultats avant un certain temps quand même, parce que, à cause du pronostic. Donc, enfin, donc ça, c'était pour ce qui était des thérapies ciblées. Alors, en termes de médecine de précision, hein,
C'est pas parce qu'on trouve pas qu'on cherche pas, hein. Donc en médecine de précision, ce qui avait été présenté aussi, c'est une étude qui regardait l'ADN circulant dans les glioblastomes. Alors c'est vrai que le problème aussi des tumeurs cérébrales, c'est que c'est pas si facile d'accès, hein. La politique de se dire on va rebiopsier dès qu'il y a des métastases, dès qu'il y a une révolutivité, c'est plus difficile à faire dans une tumeur cérébrale. Et l'idée, c'était d'avoir des prélèvements sanguins qui pouvaient nous apporter un pronostic au niveau des patients. Le pronostic fort dans le glioblastome, c'est vrai que l'IDH peut nous aider. Hein, quand on est IDH muté avec un glioblastome, c'est probablement qu'on a une maladie qui a évolué d'un bas grade vers un plus haut grade, vers un glioblastome. Et donc, ils ont un pronostic un tout petit peu mieux qu'un glioblastome normal. Mais bon, en général, c'est plutôt le MGMT qui va nous aider, puisque c'est surtout un facteur pronostic, et c'est un facteur prédictif de réponse optimale. Mais le MGMT, il n'est pas simple à avoir, parce que c'est sur la pièce opératoire, c'est de la biologie moléculaire, c'est du pyrosequencing en général. Bon, voilà, c'est pas facile à avoir tant que ça, même si c'est remboursé. On galère, en tout cas aujourd'hui, dans la pratique quotidienne, on n'en a pas tant que ça. Donc c'est vrai que l'idée, c'était d'avoir une technique qui n'était pas invasive et simple, avec une prise de sang, et qui regardait l'ADN libre circulant, l'ADN total. Et la force de cette étude, c'est qu'il y a 102 patients qui ont été investigués, avec une méthodologie qui est parfaitement bien rodée, avec une cohorte d'évaluation du seuil nécessaire à distinguer les patients en pronostic et une cohorte de validation. Donc en fait, ce que vous avez en haut, c'est la cohorte de discovery, ils appelaient ça comme ça, en fait, d'évaluation, où ils ont déterminé, en fait, on va chercher à chaque valeur de l'ADN circulant, quel est celui qui est le plus discriminant pour discriminer la PFS. Et là, ce qu'on voit, ils ont pu déterminer que c'était 22,7 nanogrammes par ml. C'est des doses qui sont minuscules. En fait, le problème des tumeurs cérébrales, c'est non seulement qu'elles sont uniquement dans la tête et donc elles sont protégées des thérapies. Hein, donc il y a cette la barrière qui protège, mais dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que ce qui passe dans le sang, c'est pas énorme. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ADN circulant et d'ADN tumoral qui passe en extra-cérébral. Donc on est sur des toutes petites doses, ce qui fait quand même, ce qui pose un problème technique. Donc ça a dû être quand même assez compliqué d'avoir ces doses-là, d'être reproductibles, mais bon, il y a quand même beaucoup de patients analysés. Et donc ils nous montrent leur cohorte de validation, qui en analyse univariée n'est pas extrêmement significative. On a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais quand même. Et en analyse multivariée, ils nous disent que c'est significatif. Mais bon, encore une fois, je trouve ça assez limite si en univarié, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ils ont fait un petit peu de data shopping. Hein. Ils ont été chercher en poulant en fait leur threshold, leur seuil, avec le MGMT. Et ce qu'ils ont vu, en effet, hein, c'est que quand on a un taux d'ADN circulant bas plus un MGMT méthylé, contrairement au fait d'avoir de l'ADN circulant haut et un MGMT méthylé, en tout cas le pronostic avait l'air, en poulant les deux, d'être quand même assez intéressant en PFS au moins. Bon, là on perd quand même l'intérêt d'avoir une méthode plus simple, puisqu'on est obligé d'utiliser quand même le MGMT pour avoir quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, ils ont fait à nouveau des études exploratoires, ils n'ont pas lâché le morceau, et ils ont proposé de regarder également ce que ça donnait, l'ADN circulant après la radiochimiothérapie, le protocole STUP. Et c'est vrai que cette fois-ci, on a quand même l'impression d'avoir quelque chose avec, quand on a des taux bas d'ADN circulant, une maladie qui va se comporter de façon moins péjorative. Voilà, c'est l'étude, en tout cas scientifique, qui est sortie, qui était assez intéressante et rigolote. Mais peut-être quelque chose à savoir, c'est que l'ADN circulant, il y a 5% qui est tumoral et il y a 95% qui est non tumoral. Donc c'est un surrogate quelque part parce qu'on est sur des doses extrêmement faibles et on prend ce qu'on arrive à prendre dans le sang parce que l'ADN tumoral, c'est très intéressant, mais c'est encore plus compliqué à récupérer. Peut-être que la discussion de cet abstract, c'est quand même que si on veut vraiment chercher de l'ADN tumoral, il faut le chercher dans le liquide céphalorachidien ou alors carrément faire de la méthylation de l'ADN circulant, qui peut être intéressante quand on était sur ce rationnel épigénétique avec le MGMT. C'est quelque chose qui a déjà été étudié et présenté, et peut-être qu'on peut se diriger vers ces pistes, en tout cas dans le LCR. Mais c'est à pondérer avec le fait qu'on est sur une maladie qui est palliative, et faire une ponction lombaire, c'est pas anodin, c'est pas agréable pour les patients. L'immunothérapie, c'est mon troisième volet et dernier volet. L'immunothérapie, vous savez, nous en neuro-oncologie, on est un peu comme le mélanome il y a quelques années, ou les tumeurs
bronchique, hein. On attendait que ce soit notre tour, en fait, de transformer notre discipline contemplative en une discipline qui soigne les patients avec des survies qui sont longues, voire même des rémissions complètes. Bah, pour l'instant, l'immunothérapie, elle est décevante dans ce qui est classique. Les anti-PD1, PD-L1 n'ont pas l'air de marcher, mais en tout cas, dans les posters discussions qui ont été présentés à l'ASCO, il y avait 6 abstracts d'immuno, je ne vous dis même pas combien de posters. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver une façon de faire de l'immunothérapie qui serait efficace dans les tumeurs cérébrales. Et donc là, je vous mets en vrac tout ce qui a été présenté. Je vais vous faire un focus sur 2 d'entre elles. Bon, pour ce qui est d'un à peu près classique, il y a eu le protocole STUP qui a été présenté avec l'atezolizumab. Et puis, il y a eu pas mal d'efforts de BMS avec de l'IL-2 intratumoral ajouté au nivolumab ou aussi une autre forme d'immunothérapie, un anti-LAG3 de BMS aussi, en monothérapie ou en combinaison avec le nivolumab. Ces 2 phases 2, elles présentent des données en safety qui sont tolérables, mais qui ne présentent pas de données en termes d'efficacité. Je ne vais pas vous en parler. Et sinon, il y a eu des innovations en termes d'ingénierie biologique pour essayer de booster l'immunité d'une autre façon, et notamment cette phase 2 dont je vais vous parler, avec une immunotoxine, ou encore carrément des plasmides qui sont transfectés avec des gènes d'intérêt, notamment HTERT, c'est un gène qu'on retrouve dans les tumeurs cérébrales, et avec IL-12 pour essayer de booster le système immunitaire, avec des injections intramusculaires en même temps que le STUP, et avec un anti-PD-L1. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont assez innovantes, mais encore une fois, on n'est pas sur des datas d'efficacité, on est vraiment sur de la safety, tout comme le dernier abstract qui est un CAR-T-cell. Alors juste pour faire le focus sur le premier, sur l'atezolizumab plus le STUP, on adorerait faire mieux que notre STUP, qui permet aux patients d'avoir 18 mois de survie, voire 24 mois. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir là, c'était un poster du MD Anderson, qui avait quand même un nombre assez conséquent de patients. Il y avait quand même 60 patients au total. Mais c'était un monobras, donc on se retrouvait avec ce genre de choses. On n'a pas l'impression comme ça de voir un signal du tout. On se retrouve avec des médianes de survie qui sont à 19 mois. MGMT méthylé, bon ben oui, ça ne nous apprend pas grand-chose. Ils ont de meilleurs pronostics, mais ça ne veut pas dire pour autant que quand on a MGMT méthylé, on répond plus à l'immunothérapie. C'est plutôt le pronostic habituel qu'on peut voir avec ces patients-là. Donc rien de spécial, on n'a pas l'impression d'avoir un signal. Je ne suis pas sûre qu'ils aillent en phase 3 avec ça. Alors l'autre chose, c'était l'immunotoxine. Je trouvais ça rigolo, cet abstract, avec le fait qu'on a fait une chimère avec un bout d'un pseudomonas et le ligand de l'IL4, parce qu'en fait, le récepteur de l'IL4 est surexprimé dans une certaine partie des glioblastomes et il est de très mauvais pronostic. Bon, alors c'est encore plus mauvais pronostic que d'avoir un glioblastome. Et bien dans cette étude, quand même, c'est assez rigolo. Ils ont vu que chez les patients, encore une fois, un nombre de patients assez raisonnable de 40 patients, et ben, on a quand même l'impression que c'est un facteur de réponse au traitement d'avoir le récepteur. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. On a l'impression d'avoir un signal, mais ça reste extrêmement, extrêmement préliminaire. Et voilà, là j'ai terminé avec cet ASCO, peut-être que je peux dire le fiasco, mais bon, bah voilà, ça nous change pas tant que ça des années précédentes. On a hâte que ça arrive pour nous. Mais je voulais en profiter pour vous remercier tous parce que j'ai été d'habitude, je suis très impressionnée de votre qualité de travail et d'écoute. Je ne sais pas pourquoi j'entends du bruit, mais je voulais juste vous remercier pour la façon dont vous avez géré le Covid. On a le cuir solide quand on est oncologue, mais ce n'était pas une mince affaire. Et tout c'était au rendez-vous. Je voulais vous remercier pour ça. Et voilà, je finis. Merci à toi, surtout Sarah, pour ce topo qui était hyper clair et puis qui ouvre un peu des portes aussi pour la suite. Et puis à bientôt.